On va plus loin avec vous, Hugo Corten. Bonjour et merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Bruxelles. Vous êtes un spécialiste de la Colombie. Alors d'abord, sur le choix du lieu de cette cérémonie d'investiture, quelle est la portée de ce choix? Bonsoir à toutes et à tous. La portée symbolique du choix, elle est assez vaste puisque Abelardo de la Espriella avait fait campagne en critiquant beaucoup le bogocentrisme, donc le fait que le pouvoir politique était concentré dans la capitale Bogota. Lui a dit vouloir gouverner dans les régions et il a dit aussi vouloir remettre de l'ordre dans les régions. Comment il compte le faire? Il a été assez clair, hein, ça a été dit dans le sujet que vous venez de passer, par les armes, avec l'armée, en déployant des soldats partout. Et vous l'avez bien vu, c'est aussi une manière de montrer sa force que d'aller à Cali, là où il y a eu des problèmes avec des groupes armés, d'y aller avec des milliers de soldats et de se faire investir là-bas. Alors, quels seront ses alliés politiques justement pour mener cette politique qui se veut musclée pour lutter contre le narcotrafic? Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que donc c'est un personnage d'extrême droite qui a dépassé une extrême droite qui existait déjà en Colombie, qui avait été majoritaire pendant 20 ans, celle qui s'appelle de manière un petit peu impropre, celle du Centro Democrático, donc du centre démocratique. Et même s'il y a des remous entre ces formations politiques, on peut s'attendre à ce qu'ils gouvernent ensemble. Et en réalité, la majorité au Congrès sur laquelle il va pouvoir s'appuyer est quand même relativement confortable pour lui. Donc il devrait tout de même avoir un soutien suffisant. Alors, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Le narcotrafic en Colombie, c'est 70% de la production mondiale. De la cocaïne, c'est de l'argent qui est recyclé dans l'économie. 14 000 victimes par an. Est-ce que la réponse policière sera suffisante? La réponse est simple, non. Non, ça n'a pas été suffisant. Il y a déjà eu beaucoup de tentatives de politique musclée pour contrer le narcotrafic. Ça n'a pas fonctionné parce que le problème, il vient de plus loin que ça. Le problème, il vient du fait que les paysannes, les paysans en Colombie ne peuvent pas vivre du produit de leur travail, souvent n'ont pas accès à la terre, et pour le peu de terre qu'ils ont et qu'elles ont, elles vont être obligées de cultiver de la cocaïne pour avoir de la coca, pour avoir simplement des revenus suffisants pour pouvoir vivre. Donc si vous arrivez seulement avec la main dure et derrière aucune politique sociale qui puisse permettre à des paysans, des paysannes de faire la transition, ça ne va pas fonctionner. Alors justement, la Colombie, c'est un des pays les plus inégalitaires de l'Amérique latine. Est-ce que ces très fortes inégalités sociales de la ville à la campagne ou même entre les différentes régions, ça fait partie de sa préoccupation? Est-ce qu'il a prévu des mesures là-dessus? Non, il n'a pas prévu de mesures là-dessus, ça fait pas partie de ses préoccupations. Alors oui, il dit vouloir gouverner pour les plus pauvres, pour que les gens puissent vivre de leur travail. Mais la fracture territoriale qui existe en Colombie entre les villes, notamment Medellín, Bogota, Barranquilla, et toutes les zones périphériques, notamment en Atlantique, donc sur la côte caribéenne, cet écart-là, il va probablement pas être pris en charge par le gouvernement actuel, puisque le gouvernement actuel va avoir une politique de l'offre très forte, c'est-à-dire simplement compter sur les entrepreneurs pour faire les premiers de cordée, si j'ose dire, c'est-à-dire pour faire la croissance de leur côté en espérant que cela entraîne derrière eux les populations pauvres. Et alors, de quelle manière il compte s'appuyer sur les entrepreneurs? Eh bien, tout d'abord parce que lui-même en est un et qu'il a développé un réseau d'entrepreneurs depuis déjà plus de 20 ans, quand il a commencé en tant qu'avocat pénaliste. Lui est issu donc d'un milieu paramilitaire lié aux éleveurs de bétail. En politique, il s'est allié à un clan, notamment le clan Tchad, qui est réputé dans la construction, les transports publics. Donc, il a déjà un carnet d'adresses qui est très riche dans le milieu entrepreneurial et enfin, ou plutôt les entrepreneurs vont pouvoir s'appuyer maintenant sur la présidence pour pouvoir déployer encore un petit peu plus leur politique dans le pays. Alors, sur la scène internationale, c'est un allié de Donald Trump. On l'a beaucoup dit lorsqu'on a fait son portrait. Qu'est-ce que cette proximité va changer?
Alors c'est un allié, c'est même un petit peu plus que ça, c'est un électeur de Donald Trump, il a la citoyenneté et il a dit avoir voté pour Donald Trump. Ce que ça va changer, ça va être un petit peu un retour en arrière, vous le savez peut-être, mais la Colombie a souvent été le point d'entrée des États-Unis dans l'Amérique du Sud. Ça va sans doute le redevenir. Peut-être qu'il y aura encore des bases américaines qui vont être reconstruites ou des soldats américains qui vont être redéployés sur le territoire colombien, à partir desquels, pourquoi pas, faire d'autres opérations militaires comme celle qu'on a vue au Venezuela. C'est un cas de figure qui est tout à fait possible, voire probable. Alors, on a tout de même vu un mouvement en Amérique latine. Beaucoup de pays ont placé à leur tête des dirigeants, soit de la droite très dure, soit de l'extrême droite. Pourquoi cette bascule? Alors les raisons, elles sont multiples. Il y a évidemment les problèmes de sécurité qui s'aggravent un petit peu partout. Il y a aussi des gouvernements de gauche qui ont fait des erreurs. Il y a eu aussi, je pense par exemple au Chili avec la procédure de refonte constitutionnelle qui n'a pas fonctionné. En Colombie, il y a eu beaucoup d'affaires de corruption aussi avec le gouvernement de gauche. C'est tout un ensemble de choses qui ont fait que, et aussi le contexte international avec Trump qui arrive au pouvoir et qui change la donne il influence de fait le champ politique de la région. Cet ensemble de choses mis bout à bout fait que peut-être il y a cette bascule à l'extrême droite. On va voir encore, parce qu'il y a le Brésil qui arrive là en octobre, l'Argentine l'année prochaine, donc on verra si la bascule est totale ou non. Alors, on a souvent appelé Abelardo de la Espriella le Bukele de la Colombie. Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que ça vous semble juste? Pertinent, oui. Bon, déjà, il y a une affaire de style, hein. Quelque part, il a voulu s'en inspirer. Et puis, les méga-prisons, pour le dire simplement. De la SPA n'a pas de politique de paix. Il a un agenda sécuritaire. Et dans son agenda sécuritaire, c'est les 10 méga-prisons. Et là-dessus, il s'est ouvertement inspiré de Bukele. Et il l'a dit dans plusieurs interviews. Il trouve que ce qui se passe au Salvador, c'est tout à fait souhaitable. Certes, il y a des violations des droits humains. Mais comme il le dit, les droits humains, c'est pour les victimes. Et pour ceux qui commettent des crimes, les droits humains n'existent pas. Donc effectivement, ils s'en inspirent. Eh bien, merci à vous, Hugo Corten. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Bruxelles, spécialiste de la Colombie. Et nous suivrons cette cérémonie d'investiture qui va se dérouler dans un peu moins de 2 heures à Cali, donc, et non pas à Bogota. Merci à vous.